Merci Sonia. Et merci à vous d'être là avec nous sur cette conférence intitulée « Pourquoi n'avons-nous pas formé nos managers à l'agilité ?» Alors d'abord, on va remercier nos sponsors sans qui on ne pourrait pas être là aujourd'hui avec vous. Et qui sommes-nous? Alors moi je suis Benoît de Pompignan, donc je suis en charge de la transformation agile au sein de l'IT de la banque de détail de la Société Générale, et j'étais accompagné dans cette aventure par Olivier et Sylvain. Alors moi c'est Olivier Marquet, je suis consultant en transformation d'organisation et je travaille chez Akoba. Bonjour à tous, Sylvain Auchard, je suis consultant et coach agile à l'échelle chez Inspirit. Alors l'agilité au sein du groupe Société Générale, c'est une presque vieille histoire puisqu'on a commencé en 2011 avec des premières expérimentations. En 2014, un programme de transformation agile au sein de la DSI et de la banque d'investissement. 2017, des programmes de transformation de type Safe ou Tribu. Et enfin, en 2023, la nouveauté, l'ensemble des coachs qui étaient regroupés dans les différentes entités du groupe se sont constitués de manière centrale dans le LACE, le fameux Lean Agile Center of Excellence pour les adeptes de Safe. Voilà. Alors, l'histoire se passe dans l'IT de la banque de détail, où l'histoire est un petit peu différente, parce qu'on a commencé en 2015 les premières expérimentations agiles, avec des lancements de premiers trains en 2019, avec une expérimentation de trains mixtes IT et métiers en 2020 et qui perdure encore, hein, qui existe toujours. Et l'histoire qu'on vous raconte, elle se passe en 2023, où on a décidé en fait de transformer notre organisation en chapter et en tribu à cette époque-là, et qui devait devenir effectif en 2024. L'idée, et qui est effectif depuis le 1er janvier 2024. Et l'idée était d'accélérer notre transformation agile à l'échelle avec une ambition d'avoir 50% d'agilité à l'échelle fin 2025. Et quand on a lancé cette transformation, on était convaincu d'une chose, c'était de l'importance de former les managers. Pourquoi? Parce que tout d'abord, les managers, ils constituent la colonne vertébrale de l'organisation. C'est eux qui ont les leviers de transformation, c'est eux aussi qui influent sur la culture, c'est eux qui créent cette culture de l'organisation. Et aussi, en fait, on est persuadé que, on est persuadé, non, mais les managers sont les grands absents des frameworks agiles. Du coup, souvent, ils cherchent leur place, ils ne savent pas quoi faire dans cette nouvelle organisation, et ils peuvent s'isoler avec leurs problèmes et du coup entraver cette transformation. Enfin, les managers sont souvent pointés du doigt si la transformation ne se fait pas, se fait lentement, alors que la plupart du temps, ils n'ont pas les outils en fait, ou la bonne compréhension de ce qui est attendu de leur part. Et en plus, souvent, la transformation, c'est un objectif secondaire pour eux. D'abord, ils ont leur objectif opérationnel immédiat, qui est souvent plus prioritaire que cette transformation. Du coup, en synergie avec la DRH, on a décidé de créer un parcours en 3 étapes. On appelait ça des briques. La première brique, et c'est surtout ce dont on va vous parler maintenant, c'est la création d'une demi-journée pour comprendre l'agilité et la posture de leader dans un contexte matriciel. La deuxième brique, c'était un séminaire qu'on a modestement appelé « Réussir mes 100 premiers jours ». L'idée, c'était de projeter les managers dans cette nouvelle organisation sans leur donner à manger. C'est eux qui allaient... On allait juste leur apprendre à pêcher et à se projeter pendant ces 100 premiers jours. Et enfin, une troisième brique, qui est une formation de 3 jours, de 3 fois un jour, puisque ces jours sont espacés de 2 semaines à chaque fois. Et donc, tout ce parcours était obligatoire et a été suivi, en tout cas pour la brique 1 et la brique 3, par le COMEX et le CODIR. Et du coup, cette conférence, c'est le cheminement de notre pensée pour créer cette première brique. Et je vais laisser la parole à Sylvain. Ouais, du coup, avant de vous raconter l'histoire, je vais faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des coachs agiles dans la salle? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît.
Ouais, je m'en doutais un petit peu, mais c'était le tour de chauffe, vous l'avez bien compris. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont animé des formations pour managers, voire créé des supports? Levez la main s'il vous plaît. Ouais, on en a pas mal, donc probablement vous avez vécu la même expérience que nous, et donc ceux qui ont levé la main, restez attentifs parce que je vais avoir besoin de votre feedback dans quelques minutes. Donc notre histoire commence avec effectivement un objectif de former les managers aux basiques de l'agilité, donc en lien avec la DRH comme l'a expliqué Benoît, dans le cadre d'un parcours en 3 briques, et donc c'est vraiment la première brique. Et du coup notre approche, c'est d'essayer de leur faire comprendre que l'agilité, c'est pas juste un framework. Alors je m'explique, sur le terrain, en fait, on a un petit peu la perception que pour les managers, l'agilité, c'est facile. On pourrait le résumer en 4 étapes. Je choisis un framework, je forme sur ce framework, je déploie ce framework, et puis je déploie des pratiques. Et voilà, terminé. On ne va pas en faire toute une histoire. Mais en fait, pour le management, qu'est-ce que ça change réellement ? Le management, c'est le management, et bon, agile ou pas, beaucoup pensent que c'est pareil. Et donc l'agilité qui est déployée est vraiment souvent limitée aux pratiques observées. Et du coup, on a envie de les faire remonter d'un niveau et plus de se positionner sur le sens et de remonter voilà, aux valeurs et principes du manifeste agile. Au passage, il y a peut-être quelques messages à faire passer sur le rôle des managers pour influer sur la motivation intrinsèque de leurs collaborateurs. Et puis, comme c'est une sensibilisation agile, ça serait quand même bien de faire un petit tour d'horizon des frameworks existants, mais sans rentrer dans le détail des pratiques, une fois encore, mais plus en essayant de leur faire comprendre le sens et de voir dans quel ou quel contexte tel framework est utilisable ou pas. Et alors toujours en se basant sur nos observations du terrain, en fait, on a le sentiment que beaucoup des managers en fait surestiment leur niveau de connaissance et de compétence en agilité, et c'est illustré par la courbe à droite de l'écran qui s'appelle la courbe de Dunning-Kruger. Alors la courbe de Dunning-Kruger, certains d'entre vous connaissent peut-être, on appelle ça aussi l'effet de surconfiance. Et c'est quoi? C'est un biais cognitif dans tout cycle d'apprentissage, on est tous passés par là, qui fait que si vous interrogez un ensemble d'individus sur leur auto-évaluation de leurs compétences et connaissances dans un domaine, eh bien, les moins qualifiés vont avoir tendance à se surestimer, alors qu'au contraire, les plus qualifiés vont avoir tendance à se sous-estimer. Et du coup, ce qu'on aimerait bien faire, c'est un peu déclencher une prise de conscience, voire même un petit choc, parce que quand on est au sommet du pic, donc, au début on commence à appréhender un sujet, donc on apprend plein de choses, on a confiance, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on ne sait pas. Et puis le jour où on découvre toute l'étendue de ce qu'on ne sait pas, eh bien on va baisser en confiance et tomber dans la vallée de l'humilité. Et si vous avez déjà ressenti le syndrome de l'imposteur, c'est que vous êtes dans cette zone-là. Et donc le choc qu'on aimerait bien provoquer en juste une demi-journée, eh bien, c'est pour les managers qui sont vraiment très confiants et qui sont au pic sur la montagne de l'ignorance. On aimerait bien leur faire emprunter la piste noire qui descend dans le creux de la vallée de l'humilité. Du coup, on propose un agenda pour cette sensibilisation et pour créer ce choc. Et donc les ingrédients, c'est du classique, hein, et on pourrait... il y a 3 ingrédients en fait, hein, c'est why, how, what. Donc le why, on commence toujours par le why, on donne du sens. Pourquoi souhaite-t-on passer à l'agilité à l'échelle? Le what, ça va être le manifeste agile, les principes, les valeurs et principes. La petite vidéo de Daniel Pink, que beaucoup d'entre vous connaissent, sur les leviers intrinsèques de la motivation. Des éléments sur la posture. Les frameworks en vision d'hélicoptère. Et puis le how, eh bien, c'est des ateliers, parce que notre objectif, en fait, c'est que ça ne reste pas théorique et qu'ils puissent réellement pratiquer, manipuler ces concepts. Et donc, on va essayer, au travers d'ateliers, finalement, qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses à changer. Et voilà, et c'est ça qu'on essaye de déclencher. Et puis,
on ouvre sur les autres formations du riche catalogue dans My Learning à l'ASG. Voilà, et donc la question préparée tout à l'heure, parmi ceux qui ont déjà créé ou animé des formations agiles, donc pour les managers, quels sont ceux qui reconnaissent à peu près les ingrédients, qui ont utilisé à peu près les mêmes ingrédients? Est-ce qu'il y en a? Oui, quelques-uns, pas tous. Ok, bon, bah, très bien, partons là-dessus. On va partir sur ce plan. Et en fait, non. On essaye de se projeter, et puis on se dit, mais quel impact ça va avoir, ce module de sensibilisation? En fait, il y a déjà des formations assez avancées sur le leadership, hein, avec un programme de 3 jours, et finalement, on n'obtient pas l'effet escompté. Ok, on a de l'agilité au niveau des équipes, mais au niveau de la posture managériale et de la culture, ben, voilà, on n'observe pas vraiment de changement significatif. Donc, pourquoi est-ce que ce module changerait cela? Et puis on se met à la place des managers. Est-ce qu'on ne va pas passer pour des donneurs de leçons, à leur expliquer la posture qu'ils doivent adopter? Ils vont peut-être se sentir dévalorisés, voire attaqués. Si on leur donne trop d'informations et qu'il n'y a pas assez d'échanges, ben, peut-être ils vont être frustrés parce qu'ils sont arrivés avec leur liste de courses et on ne va pas répondre à leurs interrogations concrètes. Et puis, ce programme-là, en fait, il peut convenir à un manager qui ne connaîtrait vraiment rien de l'agilité, hein, ça pourrait le faire. Mais en fait, beaucoup connaissent déjà, plus ou moins bien, on a même des experts, mais en fait, ils ne sont pas tous au même niveau. Et en tout cas, on risque d'entendre bah, j'ai rien appris, je connaissais déjà, j'ai perdu mon temps, c'était pas concret. Et donc là, le doute nous envahit et on se dit que ça va pas donner envie d'y aller au manager. Et nous, on n'a pas trop envie non plus. Du coup, on va être obligé de pivoter. Olivier, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, fort de ce constat-là, on part avec de nouvelles ambitions. Un nouveau challenge. Le premier, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner envie d'y aller? Qu'est-ce qu'on peut changer? Et ça, sans les pointer du doigt. L'idée, c'est de leur faire prendre conscience que le changement, ils doivent en être acteurs, ils doivent y aller. Et il y a des bénéfices à en tirer, à la fois pour l'organisation et à la fois pour eux. Alors c'est là que on amène ce modèle que vous connaissez peut-être, donc un modèle de gestion du changement structuré en 5 étapes, qui est le modèle ADKAR, vous le connaissez peut-être. 5 étapes, une première étape, la prise de conscience, une deuxième étape, donner le désir, une troisième étape, le savoir, la compétence et enfin le renforcement. Et on s'est dit, finalement, nous, ce qu'on veut faire, c'est donner de l'awareness et donner l'envie d'y aller. Comment construire ce plan? Alors, c'était celui-là dont on partait, et voilà comment on a construit le nouveau. On l'a reconstruit autour de 6 grands chapitres. Le premier, sur l'engagement des sponsors. En plus, le sponsor, là, le sponsorship, c'est le Codir Comex, et c'est eux qui vont avoir la première session de cette brique. Donc, quand les managers la verront, le Codir Comex aura déjà suivi cette brique 1, et là, on a un témoignage des sponsors. Une deuxième partie pour provoquer la discussion autour de mise en situation. On laisse le choix au groupe de choisir 4 mises en situation parmi 10, et où ceux qui sont à la fois les plus expérimentés, les plus sachants, ou ceux qui ont peut-être un peu moins de connaissances sur le sujet, vont pouvoir discuter des différentes postures que des managers peuvent avoir dans différentes situations. Enfin, une partie où on leur parle de toutes les difficultés qu'il va y avoir dans la transformation. Voilà. On leur parle des principaux écueils d'une transformation, on leur parle des freins culturels qu'ils vont pouvoir rencontrer. Et autour d'un atelier, alors vous le connaissez peut-être, un atelier autour du sabotage, on a une partie où on veut leur faire prendre conscience qu'on, tous, en fait, on fait potentiellement partie du problème. Donc je pense qu'on rentrera un peu dans le détail de ce qu'il y a dans cet atelier de sabotage. Dans les dernières parties, on s'est dit qu'il faut leur donner des pistes et des grilles de lecture, quelques outils pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne, sans leur parler forcément d'agilité.
Et donc on leur parle de comment renforcer la performance des équipes autour de la pyramide de Lencioni. On leur parle du syndrome du super-héros. On leur parle de la courbe de l'apprentissage de Dunning-Kruger dont a parlé Sylvain. Et enfin, on essaye de passer à l'action, de leur donner l'envie d'agir, où on leur partage ce qu'ont fait quelques leaders inspirants et où on leur passe une vidéo témoignage d'une manager d'Orange en l'occurrence, et où on leur demande quelles sont les prochaines actions à la sortie de cette brique que vous pourriez mettre en œuvre tout de suite. Excuse-moi Olivier, il y a un mot que je ne comprends pas. C'est quoi les lois de Larman? Je vois que c'est écrit sur le slide. Alors effectivement, quand on leur parle des difficultés d'une transformation, on leur parle aussi des lois de Larman. Alors les lois de Larman, ça parle à certains d'entre vous? Oui. Donc les lois de Larman, c'est les 5 principes qui illustrent les difficultés qu'on peut avoir dans une transformation d'organisation. Vous connaissez sûrement la 5e. La 5e, c'est la culture suit la structure. Donc ça va vous parler. Donc c'est la 5e loi des lois de Larman. Donc c'est très illustratif de ce qu'on peut rencontrer dans une transformation. Merci Olivier. Voilà. Et donc c'est avec cette nouvelle recette qu'on va aller rencontrer le Codir Comex. Vous en pensez quoi de ce nouveau plan? Qui partirait avec? Ouais. Et c'est ce qu'on a fait avec un premier panel de volontaires, de managers volontaires pour tester cette brique, et dans une deuxième partie, le Codir Comex. On a joué cette brique 1. Donc je leur ai présenté cette brique 1 et on a eu quelques retours. On a eu quelques retours, 3 grands retours. Le premier, je vous parlais des lois de Larman. Les lois de Larman, déjà, c'est quelque chose très orienté coach agile et qui est très critique des managers. Et donc c'est un peu culpabilisant, les lois de Larman, finalement, en plus d'être compliqué à expliquer. Et on a vu très vite, lors de ces 3 sessions de test, que ça crée beaucoup de la confusion et finalement un risque de rejet. On a eu beaucoup de discussions autour de ces lois de Larman. Deuxième retour, on parle des principaux écueils d'une transformation. C'est très négatif et on ne leur dit pas comment faire pour s'en sortir. Voilà. Et là, on a senti les groupes souvent démunis, alors, sauf le Codir Comex, qui, lui, par définition, a beaucoup de moyens, beaucoup de leviers pour affronter ces écueils. Le groupe de managers en avait moins. Pareil, on a réussi à faire cette brique 1 autour de beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, et finalement, autour de ces discussions, le retour qui nous a été fait, c'est que beaucoup de discussions, mais pas beaucoup de recommandations. Finalement, concrètement, noir sur blanc, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Et là, au cours de ces 3 sessions, ils ne savaient pas trop ce qu'on attendait d'eux. Donc on s'est dit, ça ne donne pas encore complètement envie d'y aller. On peut faire mieux. Et donc on a changé quelques éléments. Alors vous les voyez en rouge. Qu'est-ce qu'on a fait? En gros, principalement, au lieu de parler des difficultés d'une transformation, on a parlé des leviers que les leaders pouvaient avoir dans une transformation. Au lieu de parler des lois de Larman qui disaient ce que les managers ne devaient pas être, on a parlé des leviers qu'ils avaient, d'accord, autour des personnes, de l'organisation et des process. Au lieu de parler des écueils d'une transformation, on a parlé de comment changer les pratiques et les comportements. Voilà. Donc on l'a tourné beaucoup plus positif dans le sens de ce qu'ils pouvaient faire. Enfin, dans un des outils qu'on leur donnait, le syndrome du super-héros, donc il y a un modèle de systémie qui montre qu'on peut entretenir un système sans le vouloir et le faire durer comme ça dans le temps. Finalement, on s'est aperçu qu'on en parlait beaucoup, toujours autour d'une même mise en situation. Et finalement, ce syndrome du super-héros, on l'a réintégré au sein des mises en situation. Et donc, c'est avec ça qu'on est parti pour présenter cette brique 1 aux 300 managers de la Société Générale. Oui, alors en effet, c'est une formation qui a été très bien reçue, qui a eu pas mal d'impact.
Donc on a formé 300 leaders en tout, puisqu'on utilisait de moins en moins le terme de manager, puisqu'en plus cette formation a été transmise aussi au Scrum Master et au Product Owner, hein, donc l'ensemble des leaders et des managers. Tout ça dans 28 sessions d'une demi-journée qu'on a essayé de ramasser le plus possible. On en a fait le plus gros en 1 mois. Ça s'est étalé quand même sur 3 mois parce qu'après il y a eu des petites sessions de rattrapage, etc., etc. Mais voilà, le plus gros a été fait dans 1 mois. Déjà, là on sait que ça a été très bien reçu, c'est que personne n'est parti en courant de la formation. Et d'ailleurs, particulièrement le COMEX Codir, quand on leur a dit au départ, on va vous prendre 3h30, ils venaient un peu en traînant des pieds, et au final, ils avaient presque du mal à sortir de cette formation. Les discussions continuaient et perduraient. Ouais, mais ils étaient sur leur PC, non? Non, en plus, ils n'avaient même pas ouvert leur PC, même pas leur téléphone. J'en ai vu aucun sur leur téléphone. Hein, Olivier, tu peux témoigner. Ouais, mais bon, on n'a pas eu besoin de les forcer non plus et de les rappeler à l'ordre. Et c'est vrai d'ailleurs, moi, dans toutes les sessions en tout cas que j'ai animées, et les autres coachs peuvent témoigner aussi, on n'a jamais eu besoin de faire de rappel à l'ordre sur ce genre de choses. Bon, ça c'est une chose, mais surtout, je crois que le témoignage le plus fort qu'on a eu sur l'impact de cette formation, c'est un manager qui est venu nous voir et qui nous a dit « Vous êtes vraiment en train de changer la culture ». Voilà. Bon, il y a d'autres petites choses qui sont moins tangibles, hein. C'est toujours difficile de raconter l'impact d'une vraie formation, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors, pourquoi ce succès? Alors, c'est notre propre analyse, hein, mais on pense que déjà, le fait qu'on ait, dès le début de la formation, des échanges, ça permet de libérer la parole dès le départ. Et surtout, les principaux messages, ils sont envoyés directement par les personnes, les stagiaires entre eux. D'accord. Et nous, en tant que formateurs, en tant que coach, au final, on fait juste enfoncer le clou. On n'a quasiment pas de gros messages à envoyer, juste dire oui, en effet. Voilà. Et bon, bien sûr, le questionnement qui permet d'amener sur les bonnes réflexions. Derrière, un autre point, c'est qu'on finit la formation avec un témoignage authentique dans lequel les managers se projettent très facilement et qui montre qu'au final, même après plusieurs années de pratique d'un leadership agile, le questionnement reste. Et c'est un témoignage qui est motivant parce que derrière, la personne fait bien sentir que voilà, ça fait grandir. Hein, c'est difficile, mais ça fait grandir. Bon, et c'est un témoignage qui était assez poignant, et même nous en tant qu'organisateurs, on l'a vu des dizaines et des vingtaines de fois, et malgré ça, voilà, on avait toujours l'émotion à le regarder. Un autre point, et ça rejoint un point qu'on a abordé hier, je crois que c'était dans la conférence Michelin, qui parlait d'être jargon free. En fait, on s'est vraiment attaché à utiliser le moins de jargon possible, donc le moins de termes agiles. Et lorsqu'on utilisait un terme, voilà, on le vulgarisait, on expliquait juste ce qu'il fallait pour les mises en situation. Parce que finalement, on a quand même pivoté entre les différentes versions et on parlait plus d'agilité, on parlait que de management et de leadership. À tel point que ça s'est vu dans l'une des sessions test, quelqu'un a dit mais le titre c'est le leadership dans un environnement agile, mais en fait ça marche quel que soit le contexte. Et donc oui, donc on a ajouté ce disclaimer en début de formation. C'est le DSI qui l'a demandé. Comment ? C'est le DSI qui l'a demandé. Voilà, c'est le DSI qui l'a demandé. Et effectivement, on a dit c'est un facteur clé de succès dans la transformation agile, mais favoriser l'autonomie, responsabiliser les collaborateurs, enfin voilà, on peut le faire dans n'importe quel contexte. Ensuite, on s'est rendu compte, et c'était pas forcément conscient, mais je pense qu'on a intuité un chemin. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait finalement provoqué une dissonance cognitive. Parce qu'au début, on voulait provoquer un électrochoc, une prise de conscience. Et on l'a senti par les silences pesants et qu'on pouvait ressentir physiquement que, pour pas mal de gens, on avait tapé dans le mille. Et en fait, ça s'explique par le concept de dissonance cognitive. Alors, c'est quoi la dissonance cognitive ? C'est
un état de tension psychologique, une espèce de malaise que je vais ressentir lorsque je me rends compte d'un écart entre mes valeurs, mes croyances, mes cognitions et mon comportement. Exemple, dans ce que je sais, le tabac c'est mauvais pour la santé, ça peut tuer. Voilà, ça c'est ma croyance, mon savoir. Et mon comportement, c'est je suis fumeur. Et donc j'ai besoin de résoudre ce malaise, réduire cette tension, et j'ai deux façons de faire. Soit j'adapte mon comportement. Alors cesser de fumer, c'est facile, hein, Mark Twain l'a dit, il l'a fait au moins 50 fois. Plus sérieusement, donc ça c'est une possibilité, ça réduit l'écart. En vrai, c'est pas si facile que ça. L'autre solution, c'est d'essayer de changer ses croyances, adopter de nouvelles conditions pour rationaliser finalement son comportement. Oui, bon, il faut bien mourir de quelque chose. Mon grand-père a fumé toute sa vie, il est mort en bonne santé. Et puis j'en ai besoin, ça me permet de déstresser, de rencontrer des gens voilà, à la post-clope. Voilà, on peut être de très mauvaise foi finalement pour réduire cette tension. Et là, on a senti que certains moments clés, le syndrome du héros, on va en parler dans quelques instants, l'exercice de sabotage, voilà, qui jette un froid aussi, le témoignage de vidéo, effectivement, je me souviens très bien de la première fois où on l'a passé, on a laissé le silence, je sais pas, 5 ou 10 secondes, et à chaque fois, c'était la même chose. Alors, rétrospectivement, rétrospectivement, les briques du parcours de formation, souvenez-vous, donc si on revient en arrière dans tout le parcours, là on a zoomé sur la brique 1, et finalement si on remet l'ensemble de ces briques autour du modèle de gestion du changement ADKAR, ben, on s'aperçoit que cette brique 1, c'était la brique d'awareness, la brique de prise de conscience du chemin qu'il allait à parcourir. Voilà. Et de l'envie qu'il allait y avoir de le parcourir. Le desire, c'était la brique 2, la préparation du changement. Souvenez-vous, le séminaire, réussir nos 100 premiers jours. Voilà, où ils construisent le plan pour y aller. Du coup, quand on construit un plan, en général, on a envie de le cheminer. Et il y avait les deux autres briques. Ouais, alors la brique 3, donc cette fameuse formation sur 3 jours que pour les coachs qui ont été à l'ASG s'appelle UpMind, pour ceux qui la connaissent. Qui donne des outils du coup sur ce nouveau leadership. Et enfin, en termes de compétences, on a lancé des communautés de pratiques, puisque Chapter Manager, c'était un nouveau rôle, c'était un nouveau métier au sein de l'IT de la banque de détail. Et donc du coup, les personnes avaient besoin d'échanger. Donc on a lancé la communauté des Chapter Managers. Chacun des Chapter Managers après a lancé sa propre communauté. Et puis au final les tribe managers ont dit mais nous aussi on aimerait bien avoir une communauté, donc on a lancé la communauté des tribe managers, et puis on a d'autres initiatives autour des compétences avec entre autres un POC d'empowerment qui vient d'être lancé là cette semaine. Enfin, en termes de renforcement, alors c'est toujours à construire. On essaye quand même, nous, au fur et à mesure, quand on anime la leadership team, de manière qui se rend compte, donc la leadership team, c'est les 150 managers, top managers de l'IT de la banque de détail. On essaye d'utiliser les outils qu'ils ont vus pendant cette fameuse Break 3, mais on a encore des choses à construire là-dessus. Et on n'avait pas prévu de le dire, mais la semaine prochaine, il y a un séminaire Leadership Team où on va les faire travailler sur le feedback, donc pour continuer à ancrer ces nouvelles pratiques. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez envie de voir à quoi ressemblait cette formation? Merci, ici les Moulineaux. Allez, préparez vos appareils photo. Voilà, quelques morceaux choisis. Les mises en situation, il y en avait 10. La première, on l'a passée systématiquement. Je vous la fais très courte. Une équipe est en réunion de rétrospective, tout se passe bien, normal. Au bout de 15 minutes, le manager arrive. Que se passe-t-il? Et puis là, on laisse un blanc. Il y a toujours quelqu'un qui dit « tout le monde se tait ». Et là, voilà, c'est lancé. On explore la situation. Alors, les situations sont déjà, ce ne sont que des cas réels, on va dire, rendus génériques et anonymisés. Voilà, on a pour les guider quelques questions si sèches. C'est quoi les principes agiles impactés?
quelle posture vous pouvez imaginer, et comment vous, en tant que manager, vous pourriez influer sur le système. Donc voilà, et ce que j'étais en train de dire, c'est que les énoncés sont suffisamment flous pour explorer plein de possibilités et poser des questions. Le manager, il était invité ou pas? Ah, intéressant, qu'est-ce que ça change? Voilà. Et on facilitait les échanges pendant 10 minutes. Et c'est vrai souvent, on n'avait pas grand-chose à ajouter. On pouvait guider, recadrer. Mais en fait, on laissait juste les bonnes réponses émerger du terrain. Et c'était c'était vraiment une expérience à vivre. Et avec le message clé, il n'y a pas une seule posture. Il faut arrêter de pointer du doigt les managers sur leur posture. Ça dépend de la situation et voilà, et on peut évoluer la posture selon les cas. Derrière celui-là, il y a quelque chose qui apparaît assez souvent. Ben oui, mais le manager, il est obligé d'intervenir parce que l'équipe n'est pas autonome. Et du coup, ressortait toujours le syndrome du héros. Voilà, alors en langage courant, on dit c'est un cercle vicieux. En jargon agile, boucle systémique, ça fait plus professionnel. Mais c'est la même chose. Mon équipe n'est pas autonome, donc je vais l'aider, mais plus j'aide mon équipe et voilà, et moins elle va être autonome. Et du coup, je me souviens d'un manager qui m'a regardé tout blanc et qui m'a dit à la fin, Sylvain, syndrome du héros, je suis en plein dedans. Et depuis, à chaque fois qu'on se croise, voilà, je l'appelle mon héros. Ensuite, deuxième moment qui est là pour le coup dans la dissonance cognitive, il a bien marché. Essayons de saboter notre organisation. Que pourriez-vous faire pour démotiver, déresponsabiliser les collaborateurs, casser la confiance, empêcher des interactions efficaces entre les personnes, avoir une mesure d'avancement décorrélée de la réalité, ou bien mettre les équipes sous l'eau? Et là, c'est très drôle. Voilà, en 5 minutes, il génère plein de tickets. Et là, on passe au slide suivant et il y a un blanc. C'était un piège. On les reprend tous. Qu'est-ce qu'on observe au quotidien qui ressemble un petit peu déjà à ça? Et certains vont cocher toutes les cases. Et là, pareil, il y a un silence assez pesant. Alors, 2 autres moments très intéressants. Un où on leur présente la définition de la culture organisationnelle. Voilà, on leur dit que la culture, ce sont les valeurs, les croyances, les normes et les comportements observés dans une organisation. Et où on leur partage que finalement, la culture, elle va se trouver façonnée entre 2 bornes. Les comportements que le leader est prêt à tolérer et les comportements que le leader est prêt à amplifier. Et là, en général, il se projette. Il se projette et on a encore une fois un blanc. Je pense que tout le monde est en train de revoir des situations où ils ont toléré des comportements, de revoir des situations où ils n'ont pas amplifié un comportement qu'ils auraient voulu, parce que ça ne se fait pas, je ne sais pas. Voilà. Et où là, on sent un blanc de prise de conscience. Voilà. Là, cet endroit-là marche très bien. Enfin, un moment qui donne aussi pas mal à réflexion, c'est quand on leur parle. Alors, on ne leur a pas parlé des lois de Larman, vous vous souvenez, où on dit que la culture suit la structure. Par contre, on en a parlé autrement. En gros, on leur a dit, essayer de changer la culture en le déclarant, ça a de grandes chances de ne pas fonctionner. D'accord ? Donc c'est probablement vain. Par contre, si on change ce qu'on fait, petit à petit, nos habitudes vont changer et notre culture va changer. Et petit à petit, on va pouvoir passer d'une culture A à cette nouvelle culture qu'on souhaite avoir. Voilà. Et où on essaye de leur illustrer finalement que la culture suit la structure et qu'ils ont les moyens de faire évoluer aussi petit à petit cette structure. Voilà. Là aussi, c'est un moment où on voit qu'il y a une prise de conscience qui ne sont peut-être pas si démunies que ça. Pour terminer, on leur explique le processus d'apprentissage. Je ne vais pas aller dans le détail. On ne sait pas qu'on ne sait pas, on sait qu'on ne sait pas, etc. Et on leur montre encore une fois cette fameuse courbe de Dunning-Kruger que Sylvain vous a expliquée. Et on leur dit clairement, si vous n'êtes pas passé par l'humilité, normalement c'est un moment dont vous vous souvenez. C'est un moment marquant. On essayait de l'illustrer avec nos expériences
personnel. Et si vous n'êtes pas passé par là, c'est qu'avec un peu de chance, vous êtes encore sur la gauche du graphe. Et enfin, ce fameux témoignage de Nejma Wadi qu'on a trouvé sur la chaîne Révolution des leaders, qui date de janvier 2021. Donc c'est une manager de chez Orange. Orange a, je crois qu'il y a des personnes d'Orange dans la salle, en tout cas il y avait un Rex tout à l'heure. Orange a fait beaucoup sur le management dernièrement, depuis les fameuses affaires des suicides de France Télécom. Et ce témoignage, il est vraiment poignant, il est très authentique, il marche très bien. Je vous invite à le voir, on vous a laissé le petit flashcode. Il est vraiment intéressant à regarder. Et encore une fois, il y a beaucoup d'émotions dedans. D'ailleurs, encore une fois, on parle beaucoup de blanc. Et il y avait toujours un blanc après ce témoignage-là, et souvent une blagounette. Du type ah bah les corporates cette manageuse voilà puisque vous voyez la C'était photo. la blague pour dissiper le malaise. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Pourquoi on n'a pas formé nos managers à l'agilité? Vous l'avez compris, c'est parce qu'on les a formés au final au leadership. Alors ça ne veut pas dire qu'on les forme pas à l'agilité, bien sûr, mais c'est quelque chose, c'est un processus qu'on fait depuis qu'on les accompagne, donc depuis 2015, et qu'on continue et qu'on va continuer tout au long de notre transformation. On les forme aussi à l'agilité, mais quand on les accompagne spécifiquement dans leur domaine. Les managers sont au cœur de la transformation. Leur formation est vraiment essentielle. Il n'y a pas de transformation possible sans prendre en compte les managers, encore une fois, extrêmement absents des frameworks agiles. Et enfin, on est tous d'accord, je pense, dans la salle pour dire que le sponsoring du top management, il est essentiel. Moi, je voudrais rajouter que le sponsoring de la RH est essentiel aussi. On est en train de parler de culture, on est en train de parler de nouveaux rôles, on est en train de parler de management. Et tout ça, on ne peut pas bouger tout ça sans les RH. Et là, pour le coup, on a vraiment la chance de travailler avec une RH qui est convaincue de tout ça. Autre point à retenir, si vous voulez vivre la même expérience, ce qu'on a essayé de faire, c'est de former tout le monde en même temps. Effectivement, sur le mois de novembre 2023, il y avait des sessions tous les jours. On tournait entre coachs, mais les semaines étaient remplies, et donc on a formé l'essentiel des troupes sur un temps vraiment très très court. C'était intense, mais au moins on savait ce que tout le monde savait, et tout le monde était sur un pied d'égalité, et on a commencé à entendre dans les conversations: tu ne serais pas en train d'incarner le syndrome du héros là? Et personne n'était passé à côté de cette formation. Ensuite, avant de leur donner des leçons, de leur expliquer ce qu'ils doivent faire, il faut commencer par leur faire prendre conscience. C'est le A de Hadkar. Et ça marche beaucoup mieux en fait quand ils ont cette conscience-là et qu'ils se mettent en mouvement par eux-mêmes. Alors bien sûr, il faut leur donner des outils et les guider. Mais voilà, le premier message, c'est créer de la désirabilité. Et ensuite, considérer les acteurs comme compétents. Ils ne sont pas tous au sommet de la montagne de l'ignorance, mais justement, il faut capitaliser sur ceux qui sont experts, qui ont des conseils à partager. Ça a beaucoup plus d'impact quand c'est un père qui vous donne un conseil qu'un coach ou formateur. Et voilà, il faut juste faciliter ça. Oui, parce que c'est la théorie quand c'est un coach. Exactement. 3 autres points à retenir. Ne pas culpabiliser les managers. Les managers, ils sont eux aussi contraints par le système et ils ont envie de bien faire. En général, ce qu'ils font, c'est avec une bonne intention. Pour eux, en plus, ça va être un changement profond qui va prendre du temps, où il va falloir avoir des étapes et où on peut le voir aussi dans la vidéo de témoignage, un chemin qui peut durer longtemps. Elle le dit elle-même dans le témoignage, si vous le regardez, que le chemin, il y a toujours encore un bout à parcourir. Et enfin, un message à retenir, c'est que tous les leaders ont des leviers à leur niveau. Chacun à son niveau peut influer sur le système, sur l'organisation. Et finalement, si on a dit qu'on formait tout le monde en même temps, si tout le monde prend conscience qu'il a des leviers à son niveau, et si tout le monde les active globalement en même temps, on va être capable de faire bouger l'organisation et on va être capable d'ancrer la transformation.
Merci de votre attention. Merci beaucoup.